Maana, quel plaisir de vous retrouver encore une fois cet après-midi dans votre espace convivial du dimanche soir, baptisé bien évidemment Notre Algérie. Plusieurs invités seront bien évidemment parmi nous tout au long de cet après-midi. Ils ont répondu présent à notre invitation et partageront avec nous cette émission. Ils seront plusieurs et nous allons commencer tout d'abord par une artisane, Madame Taleb Souhila, qui sera là pour parler de son savoir-faire. Et puis, elle ne sera pas toute seule, elle sera accompagnée de son fils, Monsieur Hadj Ahmed Younes. Ils parleront, tous les deux parleront de leur projet ainsi que de leur savoir-faire. Et puis, sera parmi nous également Monsieur Smaïl Allel, muséologue, ainsi que Madame Nassera Belazougi, spécialiste des traditions de la ville de Médéa. Tous deux viendront parler de toutes ces belles coutumes que connaît cette ville. Nous donnerons tous les détails. Et puis, elle parlera également de l'association qu'elle préside, à savoir Dalia. Et enfin, nous aurons l'honneur également de recevoir Monsieur Ahmed Djebbar, chercheur, mathématicien, historien des sciences et professeur à l'Université de Lille. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous également cet après-midi pour parler de son parcours ainsi que de ses projets. Voilà tout le programme que nous vous avons concocté cet après-midi, que toute l'équipe de Notre Algérie vous a concocté cet après-midi. Et avant de retrouver nos premiers invités, Madame Taleb Souhila ainsi que Hadj Ahmed Younes, qui n'est autre que son fils, je vous propose d'apprécier ces belles mélodies, une très belle chanson majestueusement interprétée par l'Anqa Allah Yarahmou, et on se retrouve tout de suite après. Chanson l'Hmam li walftoum Chaliya de l'Anqa Allah Yarahmou. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nos premiers invités sont avec nous. Il s'agit donc de Madame Taleb Souhila. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. Allah yselmek. Donc, je le disais, vous êtes artisane et justement, aujourd'hui, vous êtes là pour parler de ce que vous faites, de cet amour que vous portez pour les bijoux et surtout le fait main. Le fait main, voilà. absolument. Et vous n'êtes pas toute seule, il y a votre fils qui est avec vous. Il s'agit de Hadj Ahmed Younes.
khair. Masana. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le même plateau avec votre maman? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Une fois, mais à la maison, pas sur le plateau directement. Ah, en reportage peut-être. En reportage. D'accord, Oui. très bien. Ouais. Marhaba bikoum en tout cas, nous C'est sommes vrai. ravis de vous avoir. Merci. Donc, je vais commencer par vous et vous pouvez bien évidemment intervenir à tout moment, Younes. D'accord. Donc, je le disais, vous êtes artisane. Alors, comment vous est venue cette passion pour le bijou traditionnel et surtout le fait main? Oui, le fait main surtout, j'ai commencé par le fait. Je suis très manuelle Mhm. et j'ai toujours eu quelque chose en main, quelque chose à faire. Oui, Et bon, ça évolue avec la force des choses, avec la force du temps, bien sûr. oui. Je suis passée du crochet aux aiguilles à la broderie. D'accord. Donc Bon, vous bien avez sûr, fait tout plein ça, de c'est après choses ma avant. retraite. Hein. D'accord. Et vous Voilà, étiez tout dans ça, quoi c'est, avant? Donc, on va Moi, c'est par là qu'on j'étais va au niveau de commencer. l'administration, je suis de formation administrative. D'accord. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Mhm. Et je me suis adonnée à mes passions, D'accord, aux choses que vous aimiez aux faire. choses que j'aime faire. Et donc, j'ai commencé par le perlage. Oui. Et puis après, j'ai découvert cette technique, Mhm. vraiment fortuitement, par hasard. Et ça m'a retenue. D'accord. Elle vous Voilà. a bien. Oui, absolument. Mhm. Et là, c'est le cuivre, la pierre semi-précieuse. Mhm. Et de là, on part sur des choses extraordinaires. D'accord. Donc sur de beaux bijoux. Oui. Et est-ce que, tout d'abord, est-ce que vous avez justement eu recours à des formations? On voit qu'il y a plein d'écoles qui proposent des formations sur plusieurs, Oui. diverses. Le bijou, est-ce que Oui, vous avez oui. justement fait des formations ou non? Vous avez appris toute seule Non, sur le tas? je suis tranquillement. autodidacte. J'ai découvert la technique au cours d'un voyage. D'accord. Hein. Moi, je vous ai dit, j'étais sur le perlage. Mhm. Le tissage des perles plutôt. Hein. Oui. C'est pas juste le... Et puis, au cours d'un voyage, ben, vous savez, il y a des personnes comme ça qui vous Que vous transmettent l'amour de rencontrez. quelque Oui, chose tout à fait. sans qu'on s'y attende. Mhm. Hein. Et puis, j'ai développé ça. D'accord. Voilà. Et donc, vous travaillez toute seule à la maison, tranquillement, à votre rythme, Tranquillement, à mon rythme. après avoir fait la absolument. popote, le ménage. Absolument. J'ai ma J'imagine. petite fille aussi que je garde D'accord. hein, Ah de oui, temps en temps. aussi. Oui. Et oui, et puis je me suis lancée dans ça. Mhm. Et j'ai été très encouragée par Vos enfants? mes enfants, oui. D'accord. D'ailleurs, ils s'y sont même mis avec moi. De temps en temps, ils bricolent comme ça des petites Oui, choses. qu'est-ce que vous faites par exemple, Younes? Par exemple, alors déjà, c'est un travail il faut énormément de patience. Oui, Voilà, c'est sûr. c'est ce Pour que voir je la lui ai chose dit. finie, Pour voir la chose j'imagine. finie, il faut énormément de patience. Mhm. Bon, ma mère, elle a énormément de patience pour faire ça. Étant, bon, je ne vais pas dire que par rapport à être jeune, j'ai pas de patience, mais Oui. personnellement, je suis quelqu'un qui aime voir très vite quelque chose. Oui, Le travail oui. fini. Le travail rapidement. fini. C'est ça, oui. Donc, je ne fais pas de grosses pièces comme elle les fait. Elle, j'ai fait D'accord. de petites bagues, de petites boucles. Oui, Donc, je m'intègre à sa oui, passion. tout à fait. Ça vous Voilà. intéresse, vous trouvez que c'est intéressant ce qu'elle fait. Donc, Surtout la technique qui est actuellement, elle est la seule à utiliser cette technique ici en Algérie. Donc, D'accord. elle a rencontré cette technique au Canada, Oui. alors, lors d'un voyage D'un avec voyage. Oui. une vieille dame qui l'a passionnée de ça. oui, Voilà. Elle parlait anglais. oui. Elle ne comprenait pas un mot de français. Oui. Et pourtant, elle a pu vous transmettre absolument. son savoir-faire. Et c'était une passionnée. Mhm. Et c'est là, justement, où c'est quand on rencontre des personnes, des passionnés qu'on... Exact, tout à fait. Et justement, par rapport aux matériaux que vous utilisez, est-ce que c'est disponible? Comment vous arrivez à vous procurer les perles? Oui, comment vous faites? C'est pas très évident tous les jours. difficile, c'est pas évident. Mhm. J'ai ma sœur qui est au Canada. Voilà. Donc, la majorité de mes produits, c'est elle qui me les envoie. Mhm. Je trouve quelques petits trucs à Naya Oui, il y a sur quand même place. quelques... Oui, il y en a oui, quand même. des choses disponibles. Le plus gros problème, pour moi, c'est le fil de cuivre. Ouais. D'accord. Parce qu'il me faut plusieurs calibres. Oui. Je ne peux pas travailler avec un seul calibre. Mhm. Et c'est un gros problème. C'est D'accord. parce que c'est un fil de cuivre qui est spécial bijouterie. C'est pas un fil de D'accord. cuivre, on peut Ok. penser qu'il peut venir d'un quincaillerie ou Voilà, autre. d'accord. Non, pas oui, du tout. oui, oui. Donc, les spéciales Ouais, bah oui, c'est bijouterie, bien de le dire, de le Oui. préciser. anti-corrosion, etc. D'accord. Voilà. Donc, pour revenir à travailler à la maison, Là, on peut voir quelques pièces magnifiques Oui. avec du fil de cuivre, justement, j'imagine.
Oui, Oui, fil absolument. de Est-ce que vous cuivre. pouvez nous parler là de ce qu'on est en train de voir? Donc c'est des bracelets? Ça, c'est des bracelets, oui. Donc, comme celui-là, c'est une pierre semi-précieuse, c'est une agate. Oui. Et bon, à ce niveau, il y a 3 calibres de fil à ce niveau. D'accord. Oui, il y a 3 calibres. Celui de base et bon, le fil fin qui permet justement de faire avancer Le travail, le le tissage. travail, Le le travail de tissage, donner des formes. Et il me faut en plus un 3e calibre. D'accord. Donc Voilà. c'est vraiment un C'est ce qui est travail. Parce que le difficile surtout à bracelet là, trouver. il est fait, le bracelet il est fait en 4 étapes. D'accord. D'abord, il faut travailler la perle wahda, la pierre, Oui. le gabarit, le bracelet, et ensuite tisser et faire tout le décor qu'il y a tout autour. D'accord. Oui. C'est des techniques. Exact. C'est des techniques, elles sont différentes pour réaliser plutôt un bracelet. C'est des techniques différentes qu'il faut mettre Exact. ensemble. Voilà, il y a aussi au niveau des boucles d'oreilles, c'est la même chose. D'accord. Donc, il faut dire qu'elles sont faites à 100% à la main. Exact. Jusqu'au Et crochet avec- de boucle. Il n'y a rien qui est intégré dans, Bien sûr qu'elle dans la achète pièce. ailleurs et qu'elle le qu'elle le place place en comme même colle, on va Non. dire. Il n'y a Oui. ni colle ni Exactement. soudure, justement. Justement. Ni colle Oui, ni soudure. C'est quand même un sacré savoir-faire. Parfois, je me pique les doigts. Oui. Fin de journée, je vous promets que j'ai très très mal aux doigts. Oui, des Les fois, il y a poignets, au niveau de aussi. Les aléas du travail à la Oui, main. tout Oui, à fait. absolument. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir une absolument. bonne posture, j'imagine, sur une bonne table, bien droite, assise bien droite. C'est très important, je pense. Oui, oui. Il dans faut votre avoir cas. aussi à disposition un tapis pour de temps en temps se dégourdir un peu. Oui. Ouais. Très Oui. bien. Et donc, justement, là, avec tous ces beaux produits que vous présentez aujourd'hui dans notre émission et de ce savoir-faire aussi Oui. dont vous parlez cet après-midi, est-ce que vous avez déjà exposé vos produits? Nous, on voit qu'il y a plein d'expositions qui sont organisées Oui, oui, très oui. souvent, où on voit des bijoux de tout genre. Donc, est-ce que Absolument. vous avez déjà Oui, participé à souvent, des souvent j'ai expositions? exposé absolument. Hier, j'étais en exposition. Oui, Normalement, mardi, je suis en exposition à la SAFEX. oui. Et enfin, je planifie comme Voilà. ça. J'essaye Donc, d'avoir vous arrivez à mettre en avant oui, vos 2-3 produits. expositions. Il faut sortir un peu si je veux me faire un peu d'argent, Oui, vendre pour déjà, pouvoir continuer. Oui, tout à fait. C'est pas évident. C'est pas Exact, évident. Le exact. produit est très cher. Mhm. Je dois l'importer. Oui. Donc Surtout, c'est important pour vous de participer à des expositions, on va important. dire. C'est important. Oui, c'est important, Et justement, est-ce qu'il n'y a absolument. pas, est-ce que des artisans ou des visiteurs demandent des formations Il y en a ou beaucoup. à les initier, pourquoi pas, à cette Il y en a technique? beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais je vais vous dire, comme moi, j'ai un peu, je suis autodidacte. Donc moi, je suis passée d'une étape à une autre, comment dire? Donc en fait, vous avez appris une base, on va dire, et vous avez développé au fur et à mesure? Non, Même justement. pas ça? Moi, je suis pas. Quand on est artiste, quand on voit la chose, on peut voir à peu près comment elle est faite. Oui. Voilà, donc ma mère, elle a l'esprit d'essayer, et si elle ne réussit pas, de réessayer encore. Donc elle a entamé toute seule, et elle est arrivée à ce niveau-là toute seule. D'accord. Donc Voilà. en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre aux autres. Si je Quand peux Voilà, dire ça. moi, c'est quand on me demande des formations, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Oui. J'ai été contactée aussi par des écoles de formation Oui, pour par exemple. ça. Oui. Mon problème actuel, il faut que j'arrête de travailler et que je fasse un programme, Oui. que je redémarre à la base. Du début. Pour pouvoir, comment dire... Initier quelqu'un oui, d'autre. pour pouvoir D'accord. Enseigner ça. enseigner. Oui. Ouais. Très bien. Moi, j'ai appris sur le tas. Exact. Je suis peut-être passée, j'étais peut-être à la 4-5e étape et je suis revenue à la Oui. 2 et c'est de cette manière. Mais pour donner un cours, il faut quand même une Oui. certaine discipline. D'accord, Oui. très bien. Donc là, on peut voir des bagues. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces créations? Très Oui. belles bagues, Merci. avec de belles perles. Oui. Oui, Alors, de vous belles avez couleurs. sur la petite, c'est une aigue marine, La bleue à droite. la bleue à droite. Oui, Celle en haut, c'était Une turquoise. une turquoise. Et on avait Et l'autre, ce qu'on appelle une crazy lace. Une C'est agate. une agate également. d'accord. Il y a les, Ouais, on peut les pierres, c'est un monde. Et je vous promets que Oui. quand on regarde les pierres, on est perdu.
Oui, j'imagine. On est perdu, donc... De par leur couleur, leur... de par la forme. La Alors je suis beauté tout de le la temps là, pierre. la beauté de la pierre. Oui. Je suis tout le temps là avec une petite lumière à regarder Oui. un peu ce qu'il y a dans le, comment elle est faite, surtout les pierres qui sont un peu translucides. Oui. Les opaques, bon, on les voit, elles sont là. Mais la translucide, Ouais. c'est C'est quelque tout chose un monde, on va dire, et vous adorez ce d'extraordinaire. monde. Ah oui, oui. C'est votre Et puis monde. attention, de la pierre brute à Oui. une perle ou à un cabochon, ou parfois on ne reconnaît pas la pierre. Hein. D'accord. Comment elle est travaillée, on ne la reconnaît pas. Et puis bon, ça me permet aussi de la mettre un peu en valeur. Exact. Et quand je pars sur un modèle, j'ai une pierre. Oui. C'est simple, hein, d'ailleurs sur mon plateau, parfois c'est mes fils me font maman, c'est le fouillis. Oui. C'est le fouillis, oui, effectivement. Exact, tout à fait. Parce que j'ai plusieurs pierres devant moi. Et Selon l'inspiration selon du l'inspiration du Oui. moment. Elle, Voilà. dessine son modèle Oui. par rapport à la pierre qu'elle a. Et Ouais. ensuite, elle réalise le modèle qu'elle a créé elle-même. D'accord. Voilà. C'est tout un savoir-faire, on va dire. Et aussi l'intuition, ça marche aussi. Ça marche C'est aussi à l'intuition, l'intuition. Exact, à absolument, l'intuition. c'est l'intuition. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent artisanat d'art. Exact. Tout à Oui. fait. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est Oui. qu'elle a commencé ça par passion. Oui. Donc, elle Oui. faisait tout ça à la maison. Elle n'était pas encore sortie en exposition. Oui. Après déjà 2 ans où elle avait commencé ce qu'elle faisait. D'accord. Donc, moi et mon frère, vu qu'on a vu la quantité de travail qu'elle avait fait et Oui. la quantité de pièces qu'elle avait, on avait dit pourquoi tu voudrais pas exposer Voilà. et faire ça. bénéficier Ah les oui, gens de ton travail. À un moment, Oui. il me disait, qu'est-ce que tu vas faire avec tout Avec ça? tout ça. Bah oui, il faut bien, Oui. faut bien évacuer. Voilà. Absolument. Donc c'est là où on a voulu la faire D'accord. sortir de la maison Très bien. et qu'elle a C'est une belle exposé. initiative. Oui, Ils c'est eux, ils vous c'est eux. soutiennent, vos enfants. Oh, Ouais. mais énormément. Beaucoup, Hein. Moi, j'avais une beaucoup. petite page comme ça sur laquelle je postais de temps en temps. Oui. Et c'est eux qui ont fait Et évoluer. mon frère qui est dans le marketing, Donc, vous êtes jumeaux. on est oui, jumeaux Donc, voilà. exactement. Et- oui. oui. Donc on a La Iber. donc, Allah يسلمك. mon frère qui est spécialisé dans le marketing, moi dans le management. Donc on lui a créé un nom. Donc Oui. actuellement elle a une marque qui s'appelle Le Mondain. D'accord. Donc Le Mondain Bijouterie, elle a Ok. carrément qui est une marque qui est déposée. Eh ben super. Oui. Voilà. Et tout Donc, ça, c'est grâce à vos enfants. Ah oui, oui, mais c'est eux qui m'ont poussé. Hein. Vous savez, faire la carte d'artisan, moi je me disais, bon, pourquoi Oui, à quoi, faire oui. C'est pas la peine. Et puis bon, en fin de compte, non, la carte Voilà. d'artisan. Finalement, l'avoir, c'est pour oui. les artisans, c'est bien de l'avoir. Absolument. Et puis, j'aimerais aussi remercier le directeur de la Chambre de l'Artisanat, Oui. qui m'a aidé aussi pour ma carte d'artisan, parce qu'au début, quand je m'étais rapprochée de la Chambre, m'avait demandé le local. D'accord. Et vous, Et vous donc, travaillez à la maison. Oui, et donc dans une chez vous. exposition, il a vu ça, il a dit non, ça c'est pas du fantaisie, ça c'est de l'artisanat, ça c'est de l'art. Oui, tout à fait. Et donc, on m'a facilité pour la la carte démarche pour la carte d'artisan. d'artisan. Donc, Oui, Exactement. donc un beau parcours, on va dire. absolument, Et nous allons- soutenu énormément Soutenu par vos mes enfants, Allah fils. Ibarak. D'ailleurs, il y en a toujours un avec moi dans les expositions. Oui, Oui. c'est bien, c'est une bonne chose. Oui. Très bien. Voilà. Ben, écoutez, comme je disais, un beau parcours. Nous allons continuer, bien sûr, de parler de votre savoir-faire, de votre parcours, ainsi que du parcours de Younes, qui, Oui. bien sûr, est là pour parler d'un projet. Et donc, avant de parler de cela, je vous propose de découvrir un reportage. Il s'agit d'une exposition artisanale aussi. Nous allons rester dans le thème de cet après-midi. Et il s'agit de monsieur et madame Abdellaoui, collectionneurs qui sont collectionneurs de la dinanderie. Donc un reportage réalisé par Anissa Bouzid. Je vous propose de le découvrir et on revient juste après pour continuer avec nos invités. Yenayer, reflet par excellence de l'histoire et des traditions algériennes. À cette occasion, une exposition artisanale a été organisée au niveau de cet hôtel à Alger, mettant en avant les produits du terroir, issus notamment de la dinanderie, de la broderie et de la joaillerie. Comme nous les femmes, on aime toujours changer. On n'aime pas porter chaque fois la même chose. Comme je les ai beaucoup portés, je voulais un peu changer. Je me suis dit, je vais voir. Je les ai ramenés, je les ai bien présentés dans un SNI. Comme il y avait des pièces en cuivre, en bronze, en argent aussi. Alors je les ai exposés dans un... Au bout, même pas de 2 heures, j'ai tout vendu.
Alors ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, tiens, j'ai acheté le matériel avec quoi on fait des bijoux. J'ai refait, j'ai commencé à travailler. Il y avait une amie à moi, elle m'a aidée, elle m'a montré comment faire des boucles, elle m'a montré des techniques. Alors, et d'autres fois, c'est-à-dire j'ai vu dans l'internet, j'ai commencé à apprendre. Maintenant, je fais même de l'argent et j'ai l'intention, Inch'Allah, de faire aussi de faire fendre de l'argent plus tard, Inch'Allah. Et vous savez, le fait de travailler les bijoux, bien la peinture, ça déstresse. J'adore ce travail. J'adore c'est-à-dire je fais mes bijoux avec cœur. Passionnés de cuivre, Madame et Monsieur Abdellaoui mettent en valeur dans cette exposition des ustensiles de cuisine, de ménage et de décoration très anciens, qui renvoient le visiteur à un passé lointain. J'ai commencé à collectionner des pièces qui marquent tout des pièces de cuivre. Petit à petit, j'ai fait un petit monde, voilà, un petit monde de collection. C'est un monde où on apprend beaucoup de choses. On apprend notre patrimoine. Ça veut dire on apprend les petits signes, par exemple un baqraj avec un halal, la différence avec le halal ou le nujma. La différence, c'est c'est pour l'utilisation des événements qui l'Aïd, Ramadan, sinon pour le quotidien, il dit le nujma ou halal. Cette exposition d'œuvres artistiques comporte des pièces rares collectées par ces fervents collectionneurs, jaloux de sauvegarder les traditions ancestrales qui faisaient jadis le bonheur de tout un pays. Quand les gens passent par là, souvent ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce que ça attire leur attention. Et ça leur fait rappeler leurs parents, leurs grands-parents. Quelqu'un nous dise, voilà, ma grand-mère avait ce mehbes, un ancien mehbes qu'on avait. Lundi, quand il voit le tmsi chawet du couscous, il se fait rappeler ses parents, baqraj à l'ancienne aussi. Tout le monde revient, tassat al-hammam aussi. Tous les gens reviennent vers tassat al-hammam. Ils nous disent, c'est la nostalgie. Des fois, il y a des gens qui veulent s'en séparer, s'en débarrasser des vieilles pièces que leur grand-père ou grand-mère ont laissées. Ils veulent s'en débarrasser. On les achète, on les restaure, on les nettoie, on leur redonne vie. Un jour, on a acheté un plateau chez quelqu'un qu'il a hérité de son grand-père. Il l'a jeté dans le débarras. On l'a récupéré, je suis venue à la maison, je l'ai fait rentrer à la salle de bain, je l'ai bien nettoyé, je l'ai bien rincé et bien nettoyé. Après, on a pris en photo, on lui a envoyé la photo. Il était vraiment, il m'a dit j'ai les larmes aux yeux, vous me faites rappeler, vous m'avez, c'est-à-dire fait rappeler, voilà, mon grand-père et ma grand-mère. Il était vraiment ravi. On lui a redonné vie à ce signe-là. À bon entendeur, l'exposition se poursuivra jusqu'à la fin du mois prochain. Et donc une belle exposition d'artisanat que notre collègue Anissa Bouzid a visitée pour nous. Et donc je disais tout à l'heure, Younes, votre maman est artisane, vous la soutenez ainsi que votre frère donc, dans ce qu'elle fait, dans ses projets. Et donc aujourd'hui, vous aussi, vous avez des projets. Et vous êtes là justement pour en parler d'un en particulier qui vous tient à cœur. Oui. Il s'agit donc de Orbit Coworking and Training Space. Voilà. Donc c'est un projet qu'on a lancé moi et mon frère, jumeaux, pour le coup. Donc ça fait un mois qu'on a démarré notre projet. On a inauguré le 18 janvier. D'accord, c'est récent. C'était encore le jour de leur anniversaire. C'était le jour de notre anniversaire, exactement. On a fêté nos 26 ans. Donc Orbit Coworking and Training Space est un espace de travail partagé. Donc c'est un espace où différents entrepreneurs, freelancers, jeunes entreprises qui démarrent peuvent venir chez nous et trouver un service donc des bureaux qui sont déjà aménagés, un esprit de travail, un esprit de communauté où ils peuvent travailler tranquillement. Ils ont tout à leur disposition, donc ils ont des imprimantes, du Wi-Fi, tout ce qu'on a besoin, tout le matériel qu'on a besoin pour travailler. Exactement. Donc ça, c'est le concept du coworking space. Le concept chez nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est que les personnes qui vont venir travailler chez nous, on va les mettre en contact les unes avec les autres.
C'est-à-dire, on va créer un esprit de partage parmi eux qui va les aider à aller l'un vers l'autre pour s'entraider eux-mêmes. Exact. Voilà. C'est-à-dire que s'il y en a une nouvelle start-up qui démarre et une autre start-up qui démarre dans un autre domaine, ça peut être des domaines qui sont complémentaires. C'est-à-dire que le premier pourrait avoir besoin du second. Deuxième ou... Voilà, ou peut-être du troisième, etc. Donc ils sont en contact les uns avec les autres et ils peuvent s'entraider pour démarrer leur start-up. Déjà, quand on démarre une petite start-up, on a le stress, est-ce que je vais rentabiliser ma start-up? Est-ce qu'elle va bien démarrer? Est-ce que ça va être quelque chose qui va attirer les gens, etc. Donc quand on se trouve dans un milieu où il y a différentes start-up, on a moins ce stress-là. Et, il y a des gens avec qui on peut échanger, qui puissent nous donner d'autres idées, nous conseiller, ce qui va diminuer notre stress et nous pousser à mieux travailler dans ce qu'on va entreprendre. Exactement. Voilà. Et nous, en tant que Orbit Coworking Space, on est là pour les encadrer aussi. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 3 ans en tant que directeur adjoint d'un bureau de formation. Mon frère avait lancé le premier coworking space en Algérie. Donc il a travaillé dans le domaine pendant 1 année. Ensuite, il s'est lancé dans le domaine du marketing. Donc nos deux spécialités, se complètent et peuvent nous permettre d'aider ces nouvelles startups qui démarrent et ces nouveaux jeunes qui n'ont peut-être pas de notion de gestion, de notion de communication, des fois, etc. Ils ont l'idée, mais il n'y a pas ce qui suit, il n'y a pas le reste. Exactement, il n'y a pas l'aspect général, comment on démarre. Déjà, le premier blocage qu'ils ont en général, c'est comment on entame la démarche d'ouvrir une entreprise. Donc, nous, on va les aider à faire ça. Donc, quelle est la première démarche à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de penser carrément à l'entreprise? Je dois faire une étude de marché avant. Donc, comment on fait une étude de marché? Ensuite, après l'étude de marché, c'est bon. Je sais que mon activité, elle va, par rapport à l'étude, normalement, elle va bien marcher. Comment j'entame ma procédure pour ouvrir mon registre de commerce? Comment je le fais? Donc, on va les aider par rapport à ça. Après l'ouverture du registre de commerce, il va y avoir plusieurs autres étapes. On va les aider aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça, nous, mais en fait, toutes ces démarches doivent être suivies l'une après l'autre. Et nous, on n'est pas forcément au courant, et peut-être même eux. Et même eux, quand on ouvre une première fois une entreprise, on n'est pas au courant de ça. Nous-mêmes, on est passé par là pour ouvrir notre petit espace. Exactement. Vous gérez avec votre frère. Voilà. Donc, le nom Orbit Coworking and Tuning Space, alors, Orbit veut dire une orbite. Comme sur une planète, on a la Lune qui orbite autour de la planète. Nous, on a choisi ce nom-là parce qu'on veut faire orbiter toutes ces petites entreprises autour de cet espace-là. Il va y avoir plein d'idées qui vont démarrer, qui vont naître ici. Donc, on va les faire tous orbiter. Et dans une orbite, il y a l'esprit de commun. Il y a un cercle qui entoure le tout. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun pour soi. Oui, bien sûr. C'est plutôt tout le monde pour tout le monde. Voilà. Donc c'est ça l'esprit qu'on veut partager avec nos start-upers, avec nos collaborateurs, avec nos petites entreprises qui démarrent. De toute façon, un beau projet justement et un bel esprit surtout, on va dire. Et ça vous a pris combien de temps justement pour concrétiser un tel projet? Alors, pour concrétiser... Vous êtes jeune, on va dire, de toutes les manières. Oui. Alors, le projet Hada, il a commencé il y a 2 ans. Donc on a commencé notre étude de marché il y a un peu plus de 2 ans. Comme je leur dis, quand on rentre dans notre espace, il y a un tableau. Il y a un grand tableau de 12 pièces. Ce tableau, c'est ma mère qui l'a fait. D'accord. Elle l'a fait il y a 2 ans et demi pour l'espace qu'on allait ouvrir. D'accord. Voilà, c'est un beau tableau, on l'a mis là-bas pour se souvenir d'où est-ce qu'on a démarré. Exact. C'est-à-dire que si on se souvient d'où on a démarré, le temps que ça nous a pris, c'est vous rendre compte de l'importance du projet, on va dire. Exactement. C'est un ancrage qui, malgré qu'on va évoluer, on ne va pas oublier d'où on a démarré. C'est ce qui va nous permettre c'est ce qui permet déjà à tout le monde d'avancer. Exact. Ne pas oublier d'où on a commencé. J'avais fait ce tableau et je leur ai dit ça, c'est pour votre bureau. Oui. Voilà. Très bien. Vous avez anticipé. Oui, non, mais j'étais décidée, il fallait que ça soit pour leur bureau. Déjà, c'est elle qui était derrière nous à chaque fois pour démarrer. Ne baissez pas les bras parce que quand on démarre, l'aspect est un projet, quand on le démarre, à un certain moment, c'est pas facile. On désespère un peu, on va vers une certaine démarche qui prend du temps. C'est vrai. On désespère un peu. On s'installe dans un certain confort aussi. On s'installe dans un certain confort, et surtout. On s'installe dans un confort. Oublie ses propres projets. Et on oublie ses idées et ses projets. D'accord.
très bien. En tout cas, c'est un beau projet. Oui. Voilà. Et donc, votre frère, bien sûr, est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Bon, il n'est pas parmi nous cet après-midi. Oui. Donc, mon frère est aussi parmi nous. C'est-à-dire qu'on a aussi un autre aspect à le coworking. On a l'aspect training space. D'accord. C'est aussi un bureau de formation. Donc, où on lance des formations pour que ces jeunes-là puissent s'informer de ce qu'il y a et utiliser l'information qu'ils vont apprendre avec nous pour lancer leur start-up. On a des formations de marketing digital qui va leur permettre de faire connaître leurs produits sur le digital. Bon, normalement, du marketing est très vaste. Mais actuellement, ce qui marche avec la tendance actuelle, c'est le marketing digital qui marche avec la tendance actuelle. C'est les nouvelles technologies, etc. Le marketing digital, c'est la nouvelle technologie dans le domaine du marketing. Donc, on va les aider aussi dans le domaine de comment on apparaît aux gens. D'accord. Et justement, pour que les jeunes qui justement veulent se lancer dans les startups peuvent vous contacter, vous avez, j'imagine, une page Facebook. On a une page Facebook et une page Instagram qui s'appelle Orbit Coworking and Training Space. Très bien. Ben, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et on vous souhaite une très bonne continuation et beaucoup de succès surtout. Voilà, et vous serez bien sûr toujours le bienvenu pour parler des futurs projets. Vous aussi, madame. Bravo pour ce que vous faites, de très belles choses. On vous souhaite beaucoup de succès également et nous aurons le plaisir de vous recevoir encore une fois donc sur les plateaux de Canal Algérie. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Nous allons vous offrir une chanson et je vous propose de l'apprécier avec nous. Et on revient juste après avec nos prochains invités. يا
Une belle chanson donc qui parle de l'Ghorba pour accueillir nos invités. Il s'agit de Smaïl Allel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Merci, c'est gentil. Vous êtes, vous me disiez, spécialiste en muséologie. Oui, c'est ça, oui, voilà. c'est ça. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Madame Nassera Belazougi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donc, vous faites plein de choses, vous portez plusieurs casquettes, mais on va dire que vous êtes présidente de DALIA, donc Association Coutumes et Traditions culinaires de la ville de Médéa. Voilà. Et aujourd'hui, la ville de Médéa est à l'honneur sur notre plateau, puisque vous êtes partagé. Là. Exactement. Donc, puisque vous êtes là pour parler des coutumes et traditions de cette ville. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association pour commencer? Ça fait 8 ans que j'ai une association Adet wa Taqalid Ndia. C'est une tradition culinaire de Médéa. Et elle parle de beaucoup de choses parce qu'elle a des richesses énormes. Et moi, j'ai apporté le peu de nos coutumes et cultures de notre ville natale, qu'elle a un buzz plus lourde que j'ai arrivé à vous ramener ici pour parler un peu de ce qui est. Et on est à Médéa tellement qu'elle est riche. Vous parlez trop de raisins. Voilà. Et de raisins de Benchkao. Oui, tout à fait. J'ai ramené un petit peu une liqueur de robe. Ou du boudin de Halwat al-Adab qui connaissent tout le monde. Déjà, on le fait en coffret, en confiture pour les années Yanaïr. La plupart connaissent les Yanaïr. Pour Yanaïr, donc vous le faites pour Yanaïr. Surtout le mois qu'on est, c'est le froid, c'est l'hiver. Alors j'arrivais à vous rapporter un petit peu comment on le fait, comment on essaye de ramener un petit peu. Donc c'est ce qu'on voit là, les le boudin, le plus bon, voilà. Oui. Et en plus, j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment on le fait, de père et en fils. Et c'est une tradition ancienne qui date depuis 4 millénaires. En plus, c'est une coutume qui est ramenée par les Turcs, par les Norvégiens. C'est les vrais qui ont fait ça, c'est les Norvégiens. Et les Turcs, ils l'ont prise, comme on le fait. Et nous, c'est des parts anciens, les coutumes qu'on habitue. On vit avec. Chaque année, on prépare cette. Vous avez gardé cette tradition, perpétué cette tradition, on va dire, de préparer cette pâte. Oui. Et comment elle se fait? Elle se fait par. Elle n'est pas très connue, non? D'un côté, elle est connue, mais chez les Médéens, c'est seulement que les Médéens le font. D'accord. C'est les mamans et les grands-mamans. Ou maintenant, c'est les fils de père en fils qui le préparent. On a une des familles à Médéa, c'est les familles Bkhawa qui a fait ça. Il fait les liqueurs, les vins de raisin. Il fait des boudins de halwat al-Anab. Il fait parce que c'est une pâte d'amande, en plus confiée, et c'est une confit. Et en plus, c'est santé. Surtout l'hiver. On le mange comme un on dirait comme un chewing-gum. Parce qu'avant, les Médéens, c'est des citadins paysans. Ils cultivent la terre et tout. Et ils le prennent en morceaux, ils le mettent dans leur poche. Ils mâchent toute la journée pour labourer la terre. C'est pour cela que ça donne de l'énergie. Et ça change le goût. Et ça se guérit. Du froid, du grippe, voilà. Des aléas du froid. Voilà. Et en plus, le robten, c'est la même chose. Je n'ai la méthode de faire bouillir le robe ou la pâte de confiture, de boudin, c'est pas la même chose. Parce que le boudin, on le fait autre chose. C'est les raisins choisis. Et on le fait dans les mirmites, on fait pas en kilos, on fait avec les 100 kilos. Et les raisins, ils sont choisis. C'est des cinceaux, des raisins noirs. Et puis, on les fait cuire dans les kazanats. Chez des marmites. Mais le kazan, c'est des. Voilà, c'est grand. Pour ça. Oui. Et on le fait bouillir à l'ébullition jusqu'à une certaine chaleur. Voilà, plus il faut qu'il atteigne un certain. Et on met du semoule. Et on commence à pétrier, à ramer jusqu'à qu'elle referme. Et puis on prépare avant, elle est en train de cuire, on prépare des petites ficelles pleines d'amandes.
Ce que vous voyez là, c'est une pâte faite de cure-dents et des amandes. Au milieu, il y a une amande bien posée. Oui, accrochée avec un petit fer. On le fait tremper dans les rasanes. On le retire, laisse sécher 24 heures et on le refait jusqu'à le boudin devient grand. Voilà, ça grandit. À chaque fois, ça se grandit le tour de la pâte. Voilà, tenez-le comme ça pour qu'on puisse le voir. Voilà. On le laisse sécher, puis la pâte, quand elle se ferme pour manger, pour qu'elle est prête à manger, elle jette sa semoule. D'accord. Qui fait comme une croûte, on va dire. Ça se mange. C'est délicieux et c'est riche. Et c'est bon pour la santé. C'est très bon. C'est très bon pour la santé. Et d'un côté, si on passe pour l'Europe, l'Europe c'est autre chose. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc l'Europe, vous avez dit que c'est فانيك نديروه في غازان plus 100 litres. D'accord. On le laisse bouillir يغلي jusqu'à diminution. Pourquoi on l'appelle robe? Parce que 100 kilos, il est robe. D'accord. Ça diminue vachement. Voilà, le 100 litres donc, il devient très ferme. Et le liqueur, c'est collant. Quand tu le bois ou tu le dégustes ou faire comme une liqueur de santé quand tu es grippé ou tu as des amygdales. Comme doigt, comme doigt, c'est santé. C'est l'hiver. Tu trouves qu'il est très mesquin et ça circule dans les lèvres et il te donne un bon goût. D'accord. C'est très très riche. Aussi. Comme les... Et puis avec les raisins tannants, on prépare le vinaigre qui est connu en Algérie. Le vinaigre, si on ne fait pas de salade, on ne fait pas de vinaigre. Vinaigre de raisin aussi. De raisin. C'est tout raisin, c'est bio. Il n'y a aucune transformation ou une chose à rajouter. C'est bio, c'est naturel, c'est très très riche. Même الرب هذا كنا نديروا طاجين تاع المحمصه ولا صباح كانوا les paysans pour aller labourer ils prennent le tagine تاع المحمصه bien et ils secouent parce que c'est sucré. Non, c'est sucré. Et ça donne le goût sucré. Ils le mangent bien rassasié pour labourer la terre. Ils sont prêts pour prendre aller le petit, travailler toute la journée. Voilà, pour ne pas avoir le creux avec le برد مع الصباح et tout, le froid, parce qu'on a le froid sec à Médéa, surtout l'hiver, quand il neige. Tout ça s'arrête. Ni boulangerie, ni électricité, nous on نروحوا للشامبر froide, la réserve تاعنا كي نملى نديروا فيها العولة. On retire ce qu'on a comme réserve. Si quelqu'un il est malade ou là il veut ajouter quelque chose pour le dîner ou là pour changer, on fait notre préparation. Ça c'est pour le café ou là pour changer le goût. Et ça, c'est pour boire, pour santé. Et ça, pour les salades tawana. D'accord, voilà. Très bien. En tout cas, plein de produits qu'on a envie de goûter, qu'on a envie d'avoir. Oh, j'aimerais bien que vous goûtiez, c'est succulent. Quand on sait que c'est bon pour la santé, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et de revenir dans un tout petit moment. Bien sûr, donc, très chers téléspectateurs, pour retrouver nos invités. Et puis voilà, donc je le disais tout à l'heure, la ville de Médéa est à l'honneur cet après-midi dans notre émission, donc dans votre émission, Notre Algérie. Et puis grâce à nos deux invités, il s'agit de Madame Nassera Blazogui. C'est l'honneur à moi. Voilà, donc on parlait de tous ces produits du terroir, on va dire, de la ville de Médéa, qui sont bons pour la santé. Oui, surtout pour les grands-mamans, on a le savoir. Tout à fait. Elles sont transmises des anciennes, de nos grands-mères. La plupart, je ne sais pas si, après mes connaissances, après mes grands-mères qui nous ont appris certaines choses, pour les bébés ou les enfants, une petite cuillère de rien du tout pour les constipations pour enfants. D'accord, Et en plus, ça mène الدواخوهم اللي كانوا يديروه بكري يفطروهم et tout. Tout ça arrive par les ingrédients des raisins. Parce que les douachoum, les raisins, quand il est en train de bouillir, on enlève les grains de raisin et on le laisse sur le côté. Et c'est la grand-maman qui fait le doigt, le biaf.
Par exemple, il digère mal le lait. Par exemple, il s'adapte parce que les bébés, quand ils commencent à 4 pattes, ils mangent tout. Voilà, alors ils mettent tout dans la bouche. Très bien. Donc on voit que c'est des traditions très riches. Des grands-mamans. Exactement, et de la ville de Médéa surtout. Donc, Monsieur Smaïl El-Elbeu, vous qui êtes donc spécialiste en muséologie, en histoire également de la ville de Médéa, est-ce que ces traditions sont aujourd'hui perpétuées par les jeunes? Merci. Oui, effectivement. Tous ces traditions-là, ces fruits que ma sœur Nassera a vous présenté, et vraiment j'ai faim. Allez-y, je vous en prie, ils sont là pour je goûte quelques. À la bouche. Ils sont là pour, allez-y. Donc, malheureusement, ces traditions-là, ils sont en voie de disparition. Oui. Voilà, et c'est malheureux, ça fait mal au cœur. Sachant bien que Médéa, c'est une... Pourquoi tous ces fruits, ces traditions qui restent encore malgré la technologie, malgré l'oulama, malgré... Il y a certaines personnes qui justement les gardent jalousement et heureusement. Voilà, jalousement et heureusement, alhamdoulilah, mais sinon, on n'aurait pas vu cette mosaïque de produits, voilà. Donc, mais pourquoi? Parce que Médéa, c'est une ville millénaire, telle que Miliana et Alger, bâtie en l'an 1000 de notre ère par Zir ibn Manad al-Sanhaji. Et avant ça, c'était Achir al-Islamiyya, situé à l'est de Médéa, à 70 km. Achir, bâti en 935, et après ça, avant ça, Rapidum, c'est une caserne romaine bâtie en l'an 6 dans notre ère. Et tout ça reflète une histoire riche de traditions, de coutumes, tout ce qui suit. Aussi, on a quelques monuments. Oui, plusieurs monuments. Oui, plusieurs monuments. On peut visiter aujourd'hui. Oui, on peut visiter, c'est-à-dire sans visa, à travers Canal Algérie. Voilà, vous êtes invité. Voilà, justement, là, on peut voir des images, de belles images. Oui, voilà, ça, c'est à l'Aïch, c'est à peu près au sud de Médéa. Aussi, Médéa, je peux la décrire comme ça, c'est un berceau de civilisation. Depuis avant la préhistoire, il y a 5 ans, 6 ans, il y a une équipe scientifique qui a fait une fouille archéologique au niveau de la zone de Champlain, Omaria, sur les hauteurs de Medela. Ils ont trouvé des débris, des objets qui datent depuis la préhistoire. Donc Médéa veut dire qu'elle est datée, elle était présente avant même la préhistoire. Après ça, l'antique, l'époque médiévale, le Fatah al-Islami, puis l'époque ottomane, et surtout l'époque ottomane depuis le XVIe siècle jusqu'à 1830, la date de l'invasion coloniale française à Médéa. Il y avait ce mélange de culture et de coutumes entre les citoyens locaux de Médéa et les Turcs. Et aussi, avant ça, la nuit de la chute de Grenade, Granada, en 1453, si je ne me trompe pas, il y avait la vague d'immigration interne des Mauresques à Médéa, Qli'a, Blida, Alger, Constantine, Tlemcen. Voilà, donc ce mélange, ce mélange a produit ce qu'on voit maintenant sur notre table. Le halwa et tout ce qui suit. Tous ces produits du terroir. Du terroir, voilà, c'est toute une histoire. Exact. Voilà. Primo secondo, il y a aussi, on a, c'est-à-dire des endroits, de bels endroits à visiter, tels que le petit palais des Dayet. Des Dayet construits en 1600 quelques poussières par l'ordre de Pacha d'Alger ici. Et il a, c'est-à-dire installé un Day
Ce palais, maintenant, il est devenu comme un musée qui s'appelait Musée national des arts et traditions populaires. Avant ça, ex-Dar Amir Abdelkader, mais alhamdoulilah, c'est-à-dire pendant l'ex-ministre de la Culture, Toumi, a développé une enveloppe financière très importante pour restaurer ce palais, ce petit palais, qui était la résidence de près de 18 bey, 18 bey de Médéa. Oui, autant le Beylek Titri. C'est une résidence d'hiver. En parallèle, il se trouve une autre résidence, un petit palais qui est délaissé un petit peu. C'est la résidence d'été pour les Beylek, pour les beys qui se sont succédés au niveau du Beylek à Tidri. Aussi, il y a pas mal de sites archéologiques et historiques à visiter. Voilà. Mais ce qui manque, c'est-à-dire ce qui fait mal au cœur, il faudrait penser et repenser sur la question de la promotion touristique ou le marketing touristique. Voilà, le mot juste. Mais il faudrait pour justement attirer plus de visiteurs. Oui, attirer. Mais comment attirer? Comment faire visiter? Comment faire produire cette culture de muséo voilà, pour les jeunes? C'est-à-dire, donc, c'est une responsabilité, c'est un fardeau que les localités, les autorités locales au niveau de la wilaya de Médéa doivent assumer pour créer une atmosphère voilà, et faire appel aux investisseurs d'investir sur le domaine du tourisme. D'accord. Voilà. C'est très important. C'est très important. Voilà, c'est-à-dire, on joue. Bon, il y a la société civile. En tant que président d'une association de wilaya, les amis du musée, on travaille là-dessus. On prépare, alors à l'heure actuelle, je vous parle, on a un plan très riche concernant le mois du patrimoine qui débutera le 18 avril jusqu'à 18 mai. Tout à fait, bientôt. Voilà, c'est Inch'Allah. Donc là, vous avez prévu, vous avez des projets pour marquer justement ce mois du patrimoine. Oui, il y aura des interventions concernant le patrimoine, la sauvegarde du patrimoine, les différents types de restauration, les normes de restauration, parce qu'on a vu en tant que restaurateur, il y avait des défaillances techniques concernant la restauration. Vous savez, madame, il y a des techniques pour cela. Uniquement les archéologues savent ce travail et comment restaurer. Par exemple, le musée, il y a eu des différences techniques, mais reste toujours, c'est une restauration, c'est-à-dire qui a fait revivre ce palais, ce petit palais des bayettes autant de Beylek Titri. Tout à fait. Voilà. Donc en tout cas, nous serons là bien sûr pour vous épauler, on va dire, dans cette démarche. Bien sûr, oui, puisque nous justement, pendant le mois du patrimoine, Canal Algérie ainsi que toutes les chaînes de la télévision algérienne sont là justement pour mettre en avant toutes les traditions et les coutumes, on va dire, des différentes régions d'Algérie. Très bien. Donc, Madame Nasser Blazogui, on disait que tous ces produits sont bons pour la santé, préparés par nos grands-mères. Et il y a aussi certaines traditions, on va dire, que les gens de la ville de Médéa ont gardées pour fêter, par exemple, Nayer ou autre. Est-ce qu'il y a des traditions spécifiques à cette ville? C'est vrai, Médéa, avant de dire Nayer, parce qu'il existe à Mélinan, on ne dit pas qu'il existe maintenant, mais avant, nous, on disait c'est Am 13. Oui, 13, on dit aussi. Oui. Et puis, tout ce qu'on présente comme confiture, surtout le coin. C'est la période en plus. Si Sultan el-Mida, les oranges. Si l'hiver, et s'il y a un invité, un improviste, il y a toujours ces confitures à la maison. Ah oui, c'est Sultan Médéa. Tu ne trouves pas les gâteaux, tu ne fais pas de gâteaux, là, une recette t'échappe. Tout de suite, tu trouves dans ton coin, tu as tes confitures, tu les poses avec le pain arabe, le pain tagine et tout. Tu serves. Oui, c'est comme ça. Le ma'arak, le ma'adjen, tout ce qui est pour tes maisons. C'est une culture riche et c'est une démarche de femmes qui assiste à réserver certaines traditions, cultures tawaha, oui.
Et moi, j'ai ramené le peu des tiroirs pour présenter un peu Médéa, parce qu'on parle trop de raisin. Je pense que tout est ravi. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oui, beaucoup. C'est riche. C'est très riche. En tout cas, merci. Je vous remercie. Merci à vous. C'est à vous de vous remercier. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir justement, surtout, mis en avant toutes les richesses de cette ville de Médéa que vous représentez justement aujourd'hui, M. Smaïl Allel et Mme Nassera Belazzoughi. Merci à vous. On ne va pas vous laisser partir comme ça, bien sûr. Nous allons vous offrir une chanson, donc vous allez apprécier avec nous. Le temps pour moi de recevoir mon prochain invité. Et à vous aussi, très chers téléspectateurs, nous allons vous offrir cette belle chanson de la Bahd Riassa et on revient juste après. وحبيبك مقواها صاب الامر الله يداوي ما احنا بمحنا وفراقك فناها وحبيت نتوب باش نغنى ونتوحد الله والتوبه وعلى انتوب على كل محنا غير عليك واغوا بعيدة وانا مالي بها وحبيبك مقواها وسمحتي في الكبيدة وجبيتي علىها نبغيك تكوني سعيدة وانا لي الله نصبر له القضاء وانا نحلف يا الوحيدة حبك ما ننساها وحبيت نتوب باش نغنى ونتوحد لله والتوبة وعلى أنتوب على كل محنا غير عليك واغوا وحلفتي بالله ويا خوفي من الله قلبك هو كان شاهد وتبدل وعلاها عندي فيك مية حاسد والحاسد ميزان. D'accord. Et voilà, donc après une petite pause musicale, j'ai eu le temps de recevoir mon dernier invité. Il s'agit, je le disais tout à l'heure, de M. Ahmed Djebbar. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un honneur pour nous de vous avoir ce soir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et moi, c'est un bonheur. Eh bien, super. Alors, ça rime bien. Ça rime bien. Voilà. Donc, vous êtes chercheur, mathématicien, historien des sciences, professeur également à l'Université de Lille. Donc, plusieurs casquettes, on va dire. Comment vous faites?
Et puis vous avez oublié la dernière, je suis académicien, aussi, membre fondateur de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Exactement. Puisque c'est quand même une fonction à la fois honorifique et scientifique et qui est nationale. Tout à fait. Voilà, donc on en est fiers. Oui. Nous sommes 45. D'accord. Voilà. Et nous sommes très sérieux, nous travaillons très sérieusement. Oui, j'imagine. J'imagine. Oui, donc justement, parlez-nous de cette expérience déjà. Pour moi, j'ai eu toute ma formation primaire, secondaire, et même jusqu'à la licence de mathématiques en Algérie, dans mon pays. Oui, tout à fait. Après, je suis allé faire un doctorat en France. Exact. Alors, j'ai fait un doctorat de mathématiques. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a d'autres chemins dans la vie où on trouve d'autres bonheurs? Donc, j'ai commencé en amateur à faire de l'histoire des activités mathématiques dans la civilisation de l'islam. Tout à fait. Comme j'ai été formé au lycée Madrasa Tha'alibiya qui était bilingue. Oui. Donc moi j'ai 2 diplômes. J'ai un diplôme qui est l'équivalent d'une licence de droit musulman, les gens ne le savent pas. Les étudiants ne le savaient pas au début. Voilà. Oui. Et puis évidemment les autres diplômes normaux. Et donc je suis bilingue en arabe classique, etc. Enfin trilingue. Français, arabe classique. Le français et surtout l'arabe de ma mère. Oui. C'est l'arabe parlé. Exact. Parce que sentimentalement, c'est le plus important pour moi. On l'apprend malgré nous, malgré nous. Malgré nous. Et on le maîtrise bien. Exact. Voilà. Oui. Et puis ensuite, j'ai eu des postes d'enseignant. Vous savez, l'université, hein, c'est très réglé partout. Bien sûr. Maître assistant, maître de conférence, professeur. Voilà. Oui. Et puis je suis resté chercheur. Et la retraite est arrivée. Alors la retraite, quand on est passionné, on continue. Bien sûr, vous êtes resté très actif aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a eu donc ce choix qui a été fait par des académiciens, un jury international, qui a choisi parmi les hommes de sciences d'Algérie, qui sont nombreux d'ailleurs, de qualité, à la fois en Algérie et ailleurs. Ils en ont choisi pour le moment 46. D'accord. Il y en a un qui est décédé, malheureusement. Mais normalement, tous les ans, nous choisissons 25. Donc bientôt, j'espère, nous serons 200. D'accord. Ce sera une armée intellectuelle, une armée de l'esprit et de la science. C'est une bonne chose. Voilà. Mais sinon, vous savez, quand on est retraité, en France, on sort de l'université, on ne fréquente plus l'université, mais on continue à être très actif. Et donc, je continue à faire de la recherche, à faire beaucoup de conférences, à être invité à l'étranger, en particulier dans mon pays, beaucoup bien sûr, et au Maghreb de manière générale. Puis la dernière occupation, madame, qui est très importante, je suis grand-père, donc j'ai des petits-enfants. Et j'en ai 3, et ils sont tellement importants dans ma vie, surtout sous la pression de ma femme et de ma fille, qu'ils ont un programme prioritaire pendant l'année dans mon agenda. D'accord, et ben dis donc. Voilà, absolument. On les salue ce soir, en tout cas. Absolument, j'espère qu'ils nous regardent. Sinon, je vais prendre une copie plus tard. Oui, tout à fait. Donc, elle sera disponible sur la page, justement, Facebook et YouTube de Canal Algérie. Donc, tout à l'heure, j'avais reçu des invités de la ville de Médéa. Et justement, l'un des plus anciens professeurs sont de Médéa, notamment Benchneb. Mohamed Benchneb. Voilà. C'est un de nos maîtres, malheureusement qui n'est pas connu. Je l'appelle mon maître alors que moi j'ai fait des mathématiques, lui il a fait ce qu'on appelle la filière littéraire. C'est un homme de lettres, historien aussi, parce que historien de la langue, etc., qui a fait connaître les richesses de la langue arabe en tant qu'universitaire. C'est le premier universitaire algérien qui avait le titre de professeur, mais qui a toujours gardé son saroual ou l'amama et le turban. Et les moustaches de Médéa. Bah oui, il y a une photo d'ailleurs de lui que tout le monde connaît, qu'on a tous vu au moins une fois. Absolument. Exact. Mais au-delà de ses apparences, qui sont évidemment locales, nationales, etc., c'était un grand esprit. D'ailleurs, toute la famille, d'ailleurs. Voilà. Et puis, il nous a laissé, surtout, une richesse, mais qu'on n'exploite pas suffisamment. Pourtant, je ne suis pas un littéraire. Mais j'ai lu ce qu'il a fait. Ses enfants ont fait une biographie qui est très très intéressante, que j'ai d'ailleurs. Et c'est un des intellectuels algériens de la période coloniale qu'il faut valoriser. Et je compte sur Canal Algérie parce que vous faites de très belles émissions. Oui, merci. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Donc, vous avez édité également plusieurs ouvrages. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler les universitaires, quand ils s'ennuient, ils écrivent. D'accord. Et donc, d'abord en tant que chercheur, j'ai écrit beaucoup d'articles. Je suis actuellement à peu près 200 articles. Alors, souvent de recherche, mais aussi de vulgarisation, c'est-à-dire accessible à des gens un peu cultivés. Voilà. Et puis, j'ai écrit des livres.
Mais ma spécialité, c'est l'histoire des activités mathématiques dans une région du monde musulman. C'est le Maghreb, l'Andalus et l'Afrique subsaharienne. Parce qu'il faut se spécialiser. Sinon, vos collègues, eux, ils ont un fusil à lunettes. Vous savez, les communautés sont terribles. Comme dans votre métier, d'ailleurs. Hein. C'est du direct, donc je dis la vérité. Vous ne pouvez pas le dire. Fusil à lunettes. Et si on voit que quelqu'un devient beaucoup plus important médiatiquement ou bien scientifiquement, et s'il sort des clous, il a des clous. Voilà, paf. Donc nous choisissons les clous avant, madame. Et donc moi j'ai choisi mes clous. À cette époque, personne ne s'intéressait au Maghreb. Et à l'Afrique subsaharienne. Vous avez trouvé, c'était tout près. Les historiens européens disaient, mais le Maghreb, mais il n'a rien produit. Il a produit que les Zaouïas. Mais moi, je respecte les Zaouïas. Parce que quand même, mon père était imam, mon grand-père mufti, donc je respecte tout ça. Mais toute une civilisation qui a produit de grands savants, qui a dominé le monde en technologie militaire, en technologie scientifique, l'optique, etc. Et ils disent, au Maghreb, il n'y a rien. Alors je me suis dit, ben, je me lance. Je me suis lancé comme ça. Et puis j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé des pépites. Et j'ai écrit, ça fait 35 ans quand même. Je fais jeune à cause du maquillage, grâce au maquillage. Mais je ne suis pas jeune. Et donc j'ai écrit des livres sur ça. Je suis spécialisé dans l'histoire de ces activités. Nous allons revenir justement et parler de ces livres. Nous avons eu l'honneur aussi, notre collègue a eu l'honneur de vous inviter dans une émission de Canal Algérie, Muséoscope. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit extrait et on revient juste après pour le commenter. Très bien. Arabe, je pense qu'il est illustré par la carte ici présente. Voilà, cette carte est très très importante pour les visiteurs parce qu'ils vont situer d'abord l'Empire. Et l'Empire, résultat des conquêtes qui ont eu lieu de 632 à 751, il faut d'abord pour les visiteurs qu'ils situent cet espace à la fois géographique, politique et culturel dans lequel va se développer cette aventure scientifique qui va quand même durer plusieurs siècles, du 8e siècle jusqu'au 17e siècle. Mais ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est vraiment la période où il y avait éclosion, innovation, création, c'est de la fin du 8e siècle jusqu'au 13e siècle. Alors cet espace, il est immense, il est sur 3 continents. Oui, mais on le voit. Ah oui, absolument, sur l'Asie, l'Afrique et l'Europe. En plus, c'est un espace qui va de Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou. Ça veut dire qu'il va regrouper des centaines, figurez-vous, de peuples, de communautés, de groupes sociaux qui avaient leur langue, donc il y avait des centaines de langues, des centaines de cultures, culture régionale, culture locale, et puis surtout, c'est un empire qui va rassembler des citoyens de toutes les confessions. Bien sûr, il y avait les musulmans, bien sûr, il y avait les arabes, mais il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des païens, et puis il y avait des non-arabes. C'est quoi les non-arabes? Ce sont tous ceux qui vont aussi construire cette aventure scientifique. Eh bien, il y avait les Persans, il y avait les Turcs, il y avait des Ibériques, c'est-à-dire de l'Espagne, qui va devenir l'Espagne musulmane. Et il y avait les Berbères du Maghreb, qui ont été très importants. Et nos ancêtres au Maghreb vont construire... Ça, c'est Vili, d'accord. Oui, c'est juste un extrait, on ne peut pas regarder J'étais passionné. Oui, c'est très passionnant ce que vous dites à chaque fois. Donc, quel est le souvenir que vous gardez de cette émission? C'était avec Radia Boulmaali. Oui, c'est grâce au ministère de la Culture algérien qui a entendu parler d'une exposition de 6 mois, donc les grandes expositions internationales à Paris, mais dont j'ai été le commissaire. Oui, tout à fait. Complètement. Et je l'ai même conçu avec des collègues sur place, et puis je l'ai piloté, etc. Et puis j'ai même piloté surtout le catalogue. Et donc le ministère de la Culture, il a fait vraiment un bon coup. Il a commandé l'exposition. Parce qu'en fait, j'en ai fait une première qui ne bougeait pas et une deuxième itinérante, qui contenait la même chose, qui était un peu moins chère, mais qui était chère quand même. Donc, ils ont loué l'exposition et en général, quand on loue une exposition dans le monde entier, une exposition de grande valeur, le commissaire, il suit l'exposition, il est invité. Donc, j'ai eu droit à de bons hôtels, de la bonne cuisine. Bon, et puis je viens commenter ou bien donner quelques éléments d'information aux responsables qui pilotent ça. Alors, elle a eu lieu à la Mama, à Alger. Et donc, je suis venu, j'ai été invité par Madame la ministre de la Culture, Madame Khalida Toumi, à l'époque. Voilà. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Et même l'Algérie a commandé, elle a payé la traduction en arabe du catalogue qui était uniquement en français. D'accord. Et c'est moi qui l'ai piloté encore.
Très bien. Et voilà. Et dans ce catalogue, il y a mon nom, donc j'ai vraiment été le commissaire. C'est qu'on n'a pas effacé mon nom. Oui. Parce que ça, il y a toujours les ennemis que j'ai évoqués tout à l'heure. Hein, Ils sont toujours là. Toujours comme des vautours. Comme les vautours. Et parfois sous le tapis. Oui. D'accord. Donc, et puis, vous avez également été commissaire d'une exposition qui s'est... Bon, donc c'est celle-là, ça s'est déroulée au MAMA. Et donc, aujourd'hui, de par votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle de la diaspora scientifique, justement, dans le partenariat avec les universités et laboratoires algériens? Alors, vous savez que j'ai eu des responsabilités politiques dans mon pays. Oui, aussi. J'ai été conseiller du président Boudiaf à l'éducation, à la culture et à la communication. Exact. Ensuite, j'ai été ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Exact. Et là, donc, je devais préparer une réforme avec mes deux chefs du gouvernement, M. Abdeslam, il est encore vivant, et M. Rida Merk, voilà, et c'était une aventure pendant 2 ans. Et donc, on a essayé, en particulier, pour revenir à votre question, d'essayer de voir quelle est la situation des compétences nationales qui sont à l'étranger. Tout à fait. Déjà en 93-94, il y en avait beaucoup, déjà. Ça a augmenté beaucoup après. Oui. Donc d'abord, on a été rassuré, ça veut dire que l'école algérienne, l'université algérienne, produisait des compétences. Bien sûr, à mon avis, elle ne produisait pas suffisamment. La qualité n'était pas toujours au rendez-vous, mais quand même, elle avait des compétences, moi je sens très bien. Et vous savez quelle est la preuve qu'on a des compétences, même si un système n'était pas parfait? Eh bien, c'est lorsque l'étranger les demande. Oui. Et lorsque l'étranger les demande avec des salaires beaucoup plus forts, et lorsqu'ils sont absorbés dans les laboratoires, et à ce moment-là, un jeune, qu'est-ce qu'il veut? Il aime son pays, il ne déteste pas son pays. Bien sûr. Quand il est attiré, il y va d'abord pour faire sa carrière, et c'est normal. Mais il fallait trouver une politique pour qu'ensuite il puisse participer au développement du pays. Tout à fait. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est notre point faible. Je le dis, j'ai peut-être ma responsabilité en tant que ministre, mais je ne suis resté que 2 ans. Voilà. Et puis tous les collègues ministres disent effectivement que c'est l'un des points faibles de notre système éducatif. Comment récupérer les compétences qui sont parfois de niveau, enfin qui ont parfois... souvent de niveau international, dans beaucoup de domaines. Oui, et vous le disiez aussi, tout à l'heure, vous parliez de vos petits-enfants. Donc, quelle est, à votre avis, la meilleure démarche pour justement booster l'éveil scientifique chez les enfants? Ah là là, vous me lancez dans le grand problème du système éducatif. Aussi. Ça commence dès l'école. Dès bien la première avant année. peut-être, non? Avec les parents et tout. Il y a les parents, mais on n'est pas responsable des parents. Oui. Là, ça intervient ce qu'on appelle la dimension sociétale, le niveau de vie, la prise de conscience des parents, le niveau culturel et scientifique des parents, la RALP. Mais maintenant, à partir du moment où l'enfant a 5 ans, il est à l'école. Il y a une responsabilité du pays lui-même, c'est-à-dire de la politique. Donc là, il va être à l'école dans une sorte de moulinette dans le bon sens, on ne sait pas ce qui va sortir. Et donc il va sortir la fin du processus, c'est le baccalauréat. Et là, effectivement, je réponds à votre question, il faut renouveler la réflexion sur le système éducatif, il faut toujours d'ailleurs renouveler, pas seulement parce que les gens disent « Ah, il est venu à la télé et puis il dit il faut renouveler, ça veut dire que ceux qui étaient avant lui n'étaient pas bons. Non, le système éducatif, c'est le secteur qu'il faut renouveler régulièrement. Donc il faut renouveler la pédagogie, le contenu, les orientations, etc. dans un seul but, c'est de former des citoyens, à la fois les futurs cadres du pays et à la fois de bons citoyens de niveau culturel élevé, etc. etc. Voilà. Et ça, eh bien, il y a encore du travail. Alors, pour répondre à votre question, c'est très simple. Il faut une pédagogie, des pédagogies pour que l'enfant, spontanément, un enfant, spontanément, il est éveillé. Sauf s'il a des problèmes pathologiques. Il est éveillé. Donc, il ne faut pas tuer l'éveil de l'enfant. Or, il y a des pédagogies qui tuent. L'autoritarisme à l'école est mortel. C'est un crime contre l'enfant, parce qu'il l'empêche de s'exprimer. Il faut que l'enfant apprenne à s'exprimer. Ensuite, l'enfant, il faut qu'il apprenne à poser des questions. C'est pas facile. Ensuite, il faut qu'il apprenne à écouter. Et enfin, il faut qu'il apprenne à faire des investigations avec les outils qu'on lui donne, qui sont tout à fait élémentaires au départ. Apprendre, qu'est-ce que c'est que l'investigation? C'est d'abord poser des questions. Tout à fait. Papa, maman, pourquoi ça? Pourquoi le soleil, il se couche? Non, mon fils, il ne se couche pas, c'est plus compliqué. Pourquoi papa ceci, cela? Alors en général, le papa, il dit, va voir ta mère. C'est pas évident d'avoir les réponses à chaque fois. Oui, c'est pas évident. Mais un enfant qui pose d'abord une question, ça veut dire que c'est une démarche scientifique. Oui, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'il veut savoir, il veut connaître. Il n'attend pas qu'on lui bourre le crâne. Exact. Voilà, il faut des cerveaux, une tête
bien faite et non pas une tête bien pleine. C'est pas grave, la tête bien pleine, qu'est-ce qui va en rester? Exact. Vous savez, moi j'étais à l'école, et même en étant aujourd'hui chercheur, après je suis à 10 ans de la retraite, je continue à apprendre tout le temps. Exact. Tout le temps, tout le temps. Tout à fait. Et on apprend, on oublie le reste. Et puis quand vous me posez des questions sur tout ce que j'ai enseigné comme mathématiques les plus dures, et bien moi je suis un de ces mathématiciens qui dit, eh bien j'ai oublié beaucoup de choses. Ça peut revenir. Oui. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris la méthodologie. Ça c'est la dernière question. L'enfant, il faut qu'on lui apprenne les grands outils, c'est-à-dire la méthodologie. Vous lui posez une question, vous lui montrez cette bouteille, et vous lui dites, parlez-moi de cette bouteille. Un enfant qui n'a aucune formation, qui n'a pas appris à être curieux, à observer l'observation, très importante. Il commence n'importe comment, et puis tout ce qui l'attire, c'est juste la couleur. Et il dit, c'est une bouteille qui est en vert, et puis qui a la couleur orange, point. Et c'est pas ça l'essentiel, ça c'est l'apparence. Eh bien ça s'apprend. Exact. Et évidemment, c'est la formation des maîtres. C'est le milieu familial, ce sont les programmes, ce sont les livres, et c'est surtout la dimension culturelle. Parce que même quand on enseigne la science la plus dure en mathématiques, il faut mettre de la culture dans les sciences. Alors que nous, on le rabâche, on a abouti à un moment où l'enfant apprend par cœur les formules de mathématiques, même les solutions pour aller au baccalauréat. C'est pas possible. Non. Et donc, évidemment, il y aura toujours une élite. Exact. Eh ben, cette élite, elles se sent comme très rares, et il se dit, ben moi, je ne peux pas rester ici. Parce qu'il a été traumatisé un peu. Donc il va aller à l'extérieur. Pourquoi? Mais c'est comme les fleurs. Les fleurs. Même une fleur, pourtant, qui n'est pas un être humain, si elle n'est pas bien dans un coin, eh bien, les futurs germes, ben, elles vont se déplacer, les spécialistes le disent. Exact. Et elles vont se rapprocher dans un endroit où elles s'épanouissent plus. Ben, voilà, nos enfants, c'est comme les fleurs, vous savez. Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais, vous avez également, on va parler d'un autre volet, vous avez également collaboré avec Canal Algérie dans le cadre d'une émission. Ah bon? Ah qui parlait donc de l'histoire. Moi, je témoigne que Canal Algérie, avec la chaîne 3, ce sont les deux institutions médiatiques de l'Algérie qui m'ont invité le plus. Et j'en profite, puisque c'est du direct. Il y a une chaîne qui ne m'a jamais invité, c'est la chaîne arabe de télévision. Alors que je suis bilingue, je peux m'arrêter maintenant, je vais vous faire une conférence en arabe classique. Hein? Voilà. Et en citant des poètes du 9e siècle. Non, je le dis. Alors, donc c'est un reproche de citoyen. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez me dire avec donc on parlait justement, pour revenir à l'émission, les capsules là, on les a toujours sur Canal Algérie, on les passe pour parler de l'histoire de la télévision algérienne. Ils sont toujours au sein de la télévision algérienne, donc c'est des capsules qui parlaient de l'histoire, des mathématiques et tout. Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Moi, en général, Canal Algérie, il m'appelle toujours à la dernière minute. Pourquoi? C'est pas de leur faute. Parce qu'ils apprennent que je suis de passage à Alger. C'est ça. Et donc ils me disent, on a besoin de vous demain matin. C'était en général matin. D'accord. Et je dis, mais je prends l'avion à midi. Oui, vous avez le temps de venir. Ah, mais vous avez le temps, vous maquillez, etc. Je dis, mais attention, mais je n'habite pas à Alger cette fois-ci, je suis dans ma famille. Je suis à Afron, à Bousmaïl. Ma mère était à Bousmaïl. Il n'est pas question de venir à Assis sans dire bonjour à Bousmaïl, à ma famille. Et malgré ça, ils m'organisaient ça. Et ils arrivaient à me trouver une voiture pour aller ne pas rater l'avion. Eh bien, j'ai fait des émissions, mais je ne me souviens plus. Voilà, mais nous, on s'en souvient. Oui, nous, on s'en souvient. Et justement, aujourd'hui, on a tenu à en parler. Et par rapport à Bousmaïl. C'est le village de ma mère. Natale. En fait, moi, je suis originaire de Ain Defla. Tout à fait. Je suis né à Ain Defla. De deux familles qui appartiennent à deux grandes tribus, quand même, de la région. La tribu des Abd el-Jabbar, qui serait venu, d'après Ibn Khaldoun, du Yémen au XIVe siècle. Et puis la tribu des Zaidouk. Et donc il y a ceux de la rive droite et de la rive gauche, parce que Chlef passe entre les deux. Alors il y a les pauvres et les moins pauvres. On était tous pauvres. Mais dans la famille, du côté de ma mère, ils étaient un peu moins pauvres. Et puis du côté de mon père, ils étaient vraiment pauvres. Voilà. Et ils sont toujours là. Donc ce sont des paysans, ils travaillent la terre jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois quand j'ai la possibilité, en général au printemps, parce qu'il y a les légumes de la région qui sont parfaits, qui sont très écolos, très bio. Tout à fait bio. À ce moment-là, donc je leur ai promis d'ailleurs, moi je vais y aller. Et là je retrouve mes racines. Mes racines, c'est Ain Defla. Mais j'ai grandi à Bousmaïl parce que mon père a été appelé par des fidèles à l'époque pour être imam, d'abord à Oued el-Oulaïk, puis à Ain Defla. Et j'ai grandi là-bas. Et tous mes frères et sœurs, nous sommes 9, je suis l'aîné, donc sont nés à Bousmaïl, sauf ma grande sœur.
D'accord. Voilà. Vous gardez de beaux souvenirs d'enfants. Ah bah des souvenirs, les meilleurs souvenirs, madame, vous le savez très bien, ce sont ceux qui sont liés aux bêtises qu'on a faites quand on était petit. Tout à fait. Mais ça, j'oserais pas faire une émission sur ça. Oui, je reviendrai un jour vous raconter les bêtises des enfants de l'époque. Oui. Hein. Eh bien, comme on ne pouvait pas aller à la plage avec les gens très riches, les Français, etc. C'était pas interdit. Hein. Non, parce qu'il ne faut pas aussi réécrire l'histoire d'une manière machiavélique. Oui. Non, c'était interdit d'une manière très subtile. Oui. Il fallait qu'on ait un maillot de bain présentable. Oui. Mais que voulez-vous, comment nous, on n'avait même pas les pantalons présentables, les chemises présentables, pour avoir un maillot qui réponde aux normes. Donc du coup, de fait, on était exclus. Mais comme la plage était immense et qu'elle était propre, parce qu'elle est très polluée, Bousmaïl, là j'envoie un message contre les industries qui sont dans la région. Ah oui, c'est la catastrophe. Moi je suis écolo. Hein. Et alors on allait dans la plage qui est à la fin. Et on se baignait. Mais comme on n'avait pas de maillot, ben, on se baignait tout nu. On était très écolo à l'époque. Souvenir d'enfance. On était des gamins. Et on faisait même des farces. Oui. Quand on voulait se venger contre un copain qui était avec nous, qui n'était pas gentil, eh bien on se baignait tout nu, puis ensuite on lui cachait ses habits, on montait. Eh ben dis donc, sacré. Et il est monté chez lui pieds nus, tout nu, pas pieds nus. Et il recevait la raclée du siècle. Ouais. Bah, comme tous les enfants du monde. Oui, bien, on était heureux. Oui, tout à fait. On mangeait un morceau de pain comme ça, avec un verre de lait caillé ou de petit lait. Et puis on allait à l'école, et puis certains étaient beaucoup plus... Moi je me suis révélé à l'école comme étant bon. Oui. Je suis le premier Algérien dans une école française dans la région qui a obtenu le certificat d'études premier du canton. Oui. Et quand j'ai eu le premier du canton, le maire colonialiste à l'époque, il m'a tendu la feuille sans me regarder. Parce qu'il y avait dans l'enveloppe de l'argent. Quand j'ai ouvert, il y avait de l'argent, le salaire d'un mois de mon père qui était imam à la mosquée. Et là, je me suis rendu compte que les études, ça paye. Oui, et j'ai commencé à être bon élève. Et vous avez bien réussi. Là, c'est le mec. Très bien, nous sommes fiers de vous. Vous êtes une fierté de l'Algérie. Et donc, aujourd'hui, quels sont vos projets? Avec votre grand parcours et riche parcours, j'imagine que vous avez encore des projets aujourd'hui. Alors, d'abord, le premier projet, c'est faire grandir mes petits-enfants. Oui, parce que c'est la relève. Très important, oui. Et puis essayer d'être heureux avec eux. Parce que les derniers bonheurs d'un être humain, c'est avec les petits-enfants, en général. Bon. Ensuite, continuer à servir mon pays. Et je ne demande même pas aux responsables de m'aider. Nous, les académiciens, il nous arrive de payer le billet d'avion de notre poche quand on est à l'étranger. Donc, ce n'est pas pour avoir des postes, on n'a pas besoin de postes, chez Banin, alhamdoulilah. Mais on veut participer, parce qu'on a une expérience. Il ne faut jamais enterrer les vieux quand ils sont vivants. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont toujours très utiles. Parce que dans certains pays occidentaux, à tel âge, hop, ils ne servent plus rien. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis continuer la recherche. Oui. Parce que je peux faire la recherche. Je travaille sur les manuscrits, très anciens. Oui. Voilà, en arabe. Et puis surtout, j'ai beaucoup écrit, mais je n'ai pas encore publié des livres de beaucoup d'articles et même de ma thèse et mon habilitation, je ne les ai pas publiés. Maintenant, j'ai de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais chercher un éditeur. S'il y a un bon éditeur qui publie des choses où il y a des aspects scientifiques, c'est pas facile. Il y a de bons éditeurs en Algérie, hein. Mais en général, c'est de la littérature, etc. Mais nous, on est beaucoup plus exigeants parce que il y a des mathématiques, il y a des trucs de la physique. En tout cas, l'appel est lancé. Voilà, il est lancé, et puis il n'y a pas de problème. Et c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour que le travail soit propre. Tout à fait. Parce qu'il faut maintenant penser à faire circuler tout ce travail pour les générations à venir. Futur, bien sûr. Voilà, c'est ça. Exactement, tout à fait. En tout cas, merci. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter encore une fois pour justement avoir ces ouvrages et que les jeunes, la nouvelle génération peut en bénéficier, bien évidemment. Moi, j'ai une suggestion, c'est que j'ai déjà écrit une dizaine de livres. Oui. Pourquoi vous ne m'appelez pas un jour pour faire une émission sur mes livres? D'accord, ça marche. Parce que comme ça, au moins, ils vont être vendus beaucoup mieux en Algérie. Et comme ça, je peux faire la charité beaucoup plus. C'est juste pour la charité, hein, ça marche. Et pour la science. Ça marche. Merci, madame. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir et un honneur également. C'est gentil. Merci. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver dans d'autres émissions de Canal Algérie et de la télévision algérienne. Et c'est déjà la fin de notre Algérie. J'espère que vous avez apprécié donc, le moment que nous avons passé ensemble. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et je vous dis à la semaine prochaine.